Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode 22 de Miroir Miroir, qui est aussi le dernier de la saison. Tout au long des 21 épisodes où je vous ai accompagné dans votre chambre, en faisant la vaisselle ou du sport, et avec lesquels vous m'avez grandement encouragé, j'ai eu la chance de réfléchir sur la question des représentations et du poids, parfois littéralement, qu'elles ont sur nous et notre apparence, en présence d'invités de qualité. Certains épisodes nous ont confortés dans l'idée que nos complexes n'étaient souvent pas de notre faute, mais celle des médias, de la société, et aussi, plus surprenant, de notre cher cerveau. On a évoqué des sujets aussi importants que la grossophobie, l'importance de l'apparence chez les femmes noires, la représentation des hommes gays et lesbiennes dans la pop culture, ou encore les idées reçues autour de la grossesse. Avant de terminer cette saison, il me semblait essentiel d'évoquer la transidentité masculine. Sujet peu abordé, mais qui a réussi à avoir plus de lumière récemment grâce à Océan, comédien au parcours rempli. Le créateur de Embrasse-moi ou encore La lesbienne invisible, pour ne citer qu'une partie de son travail, a fait son coming out trans l'année dernière et a décidé de rendre visible sa transition à travers une web-série documentaire de 10 épisodes disponible sur Slash TV, sobrement appelée Océan. J'ai donc l'honneur aujourd'hui de le recevoir pour évoquer sa transition, mais aussi son rapport au corps, à son image et sa vision de la transidentité, pour essayer de comprendre ensemble quels sont les enjeux physiques et l'impact social que ça peut entraîner chez la personne concernée. Bonjour Océan. Salut. Merci infiniment d'être avec moi pour ce dernier épisode, Avec qui, plaisir. comme on le dirait en anglais, n'est pas des moindres, bien au contraire. J'aimerais commencer cet épisode en rappelant que tu n'es pas le porte-parole de toutes les personnes trans dans le monde. Merci beaucoup. Oui. Et que ton docu, tes témoignages et toute la parole publique se basent sur ta seule expérience personnelle et pas sur un vécu mondial. Merci de le rappeler parce que souvent c'est moi qui dois le rappeler. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est pas comme moi et moi je fais pas comme ça. Je suis là, oui, je ne parle que pour moi. Donc j'aimerais savoir déjà, tout basiquement, comment tu te définis toi et comment aimerais-tu que les gens te définissent ? Moi, je me définis comme un homme trans. Après, c'est avec l'ambivalence qui est que je me considère d'abord comme un homme. Et selon où je suis, en fait, et dans quel contexte j'évolue, c'est-à-dire si je prends le train ou si je vais à la boulangerie, je souhaite être perçu comme un homme. Donc, pour les gens, on va dire comme un homme cis a priori, parce que c'est ça l'a priori, mais comme un homme. Après, quand je suis dans un contexte plus intime ou privé ou militant, je tiens absolument à rappeler que je suis trans et que c'est du coup un vécu particulier. C'est un vécu d'homme, mais d'homme particulier. Et donc voilà, donc il peut y avoir une ambiguïté. Et les gens parfois disent mais attends, je comprends pas, tu veux être un homme et tu veux pas qu'on te ramène le fait que t'es trans et en même temps tu revendiques que t'es trans. Et je dis oui, c'est vrai, mais disons que tout dépend du contexte et de la la vulnérabilité qui est liée à ce contexte. Donc pour rappel, en anglais on dit F to M pour female to male. Ouais. Donc en français ce serait de femme vers homme. Ouais. Voilà. Alors, donc, tu as fait ton coming out trans le 17 mai 2018, à la surprise générale du grand public, qui te connaissait auparavant comme Océane Rosemary. Donc, tu avais 41 ans. Et c'était le jour de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. On écoute un extrait de cette vidéo. Il y a 2 ans, après avoir compris que le masculin en moi avait toujours été contrôlé, écrasé, contenu, parce que j'avais peur de le laisser surgir, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai compris que ce que je vivais, c'était tout simplement de la transphobie intériorisée. Phobie au sens de la peur irrationnelle envers moi-même. J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans. Donc depuis, tu as été un peu partout dans les médias, même les plus mainstream pour parler de ta transition. C'était important pour toi de visibiliser la question trans, qu'elle devienne plus accessible à tout le monde ?
Oui, moi, c'est un peu comme ça que je travaille depuis toujours. C'est-à-dire qu'avant, j'étais donc une femme lesbienne et donc j'ai beaucoup fait de pédagogie en fait là-dessus et fait un spectacle et donner de la visibilité. Mon but, ça a toujours été de faire des choses quand même militantes, c'est-à-dire de faire artistique et militante, on va dire. Donc je peux pas penser la création sans la penser avec le désir de changer aussi le regard des gens sur des sujets sur lesquels ils ont des préjugés. Du coup, dans Lesbiennes Invisibles, voilà, j'avais fait un spectacle très joyeux, très positif sur les lesbiennes. Et donc, naturellement, quand j'ai fait ma transition, ça me semblait tout à fait logique de continuer ce travail de pédagogie sur les F2M. Bien qu'encore une fois, je ne parle que pour moi, mais malgré tout, la visibilité est, je pense, très importante. Et donc, j'ai décidé de filmer cette transition, cette première année de transition, on va dire médicale, sociale, pour que les gens sachent un peu plus, parce que je me suis rendu compte que personne n'y connaissait rien. Même moi, j'y connaissais rien pendant très longtemps. Donc, je me suis toujours pareil, je me dis, comme à l'époque, je me disais, quand j'ai fait Embrasse-moi, par exemple, mon film, qui est une comédie romantique lesbienne, avec une happy end, tout ce qui est le plus classique, et une scène d'aéroport, et ça finit bien. Je pense que si j'avais pu voir ce film ado, ça m'aurait fait du bien, et me dire, ah, ça va, je peux être lesbienne et bien dans ma peau, et on va pas forcément se jeter par la fenêtre et être complètement dépressif, comme tous les films voulaient nous le faire croire. Et là, c'est pareil. Je pense que si à 20 ans, j'avais vu un documentaire comme celui que je viens de réaliser, ou vu plus de fiction, même avec des personnages F2M, j'aurais peut-être eu la puce à l'oreille, alors que là, j'ai même pas eu la possibilité de penser ma transidentité. Bon, après, moi, je suis d'une génération, je suis très vieux, où il y avait pas, non, mais il y avait pas, tu vois, il y avait pas Internet comme maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui se posent des questions, ils accèdent beaucoup plus facilement aux informations, ils tombent sur des chaînes YouTube, enfin, ils peuvent un peu tout trouver. Mais pour les gens qui se posent pas la question, qui s'y intéressent pas, ils continuent à ne rien y connaître, puisqu'il y a très peu de F2M dans la fiction, enfin, partout, en fait, dans l'espace public en général, médiatique, etc. C'est vrai que sur la question trans, on voit plus de M to F, ouais. Et que même dans les fictions, à la télé, c'est plus ce type de personnages qu'on voit. Et encore, on les voit pas assez, je trouve, et de manière souvent caricaturale. Et encore une fois, le problème est aussi que souvent les personnages trans sont filmés ou même joués, quand c'est dans la fiction, par des personnes cis. Et du coup, moi, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire mon documentaire, c'est parce que j'étais un peu lassée de ce que j'avais pu voir, qui étaient toujours des films faits par des personnes cis. Et donc, avec ce côté un peu exotisant, genre, qui sont-ils? Est-ce qu'ils vivent sous des petits feuillages en Amazonie, tu vois? Et en fait, c'est vrai que quand tu se rappropries nos narratifs, nos histoires, donc, c'est très important. C'est-à-dire que la production des sujets, en fait, où on est concerné, soit fait par des concernés, voilà, à l'instar d'Amandine Gay, quand elle fait Ouvrir la voie, voilà, c'est une femme noire, même avec toute sa singularité, qui donne la parole à des femmes noires, et elle le fait d'une manière forcément différente qu'une personne blanche qui voudrait s'intéresser aux jeunes femmes noires. Voilà. Donc, je trouve que c'est en effet toujours un peu mieux, en fait, quand c'est les concernés qui parlent. Je confirme. Dans ta web série, donc Océan, on remarque toutes les difficultés physiques que ça te coûte pour transitionner, donc même littéralement que ça te coûte, même financièrement, avec les injonctions de testostérone. J'adore. Faut qu'on le garde. Ça, c'est les injonctions, les deux. Donc aussi la pratique de ta voix, la chirurgie et j'en passe. Et je me demande, est-ce que transitionner, c'est avant tout une affaire d'apparence ? C'est très compliqué Enfin, je le dirais pas comme ça, parce que je pense que transitionner, c'est avant tout un chemin intime, personnel et intérieur. Après, la société aujourd'hui est faite de sorte que c'est assez difficile, je trouve, de ne pas faire de transition physique, c'est-à-dire de ne pas changer physiquement pour être accepté et reconnu dans le genre dans lequel on a envie d'être perçu. À mon sens, l'identité, c'est pas quelque chose qu'on vit juste au niveau intime et tout seul, voilà. Pour moi, l'identité, c'est la relation, en fait. C'est-à-dire qu'on existe parce que les autres nous regardent et qu'on les regarde et qu'on échange avec eux. Et donc, si je vivais dans une grotte, tu vois, au fin fond de je sais pas quelle montagne, seule, j'aurais même pas besoin de penser mon genre en réalité. Enfin, je serais ni homme ni femme. Bon, et je pense que c'est pareil sur les questions de race. Enfin, tu vois, c'est vraiment la société qui te renvoie à ton genre, à ta race entre guillemets sociale. Donc, forcément, le physique est important. Et ça veut pas dire que ce n'est que ça, et ça veut pas dire que c'est que l'image qu'on donne qui compte. Mais en tout cas, ça joue un énorme rôle parce que surtout dans notre société aujourd'hui,
aujourd'hui, en France, hein, je contextualise parce que j'espère que ça changera, parce que c'est pas pareil dans toutes les sociétés, etc. Mais aujourd'hui, en France, pour vraiment faire une accroche bien pourrie, aujourd'hui en France, non, mais ça fait un peu bateau, mais c'est vrai, aujourd'hui en France, enfin, c'est ce que j'ai perçu d'ailleurs qui m'a le plus étonné peut-être au début de ma transition, c'est à quel point les gens ont besoin de te genrer. Tout le temps, si tu y fais un peu attention, tu verras que où que tu entres, dès que tu arrives face à quelqu'un que tu connais pas, il va avoir besoin ou même se sentir obligé de dire monsieur ou madame, n'importe quel serveur, n'importe quel, dans un magasin, n'importe où, bonjour monsieur, bonjour madame. Et en fait, quand toi, tu es à un moment où justement tu es un peu entre deux parce que tu es en cours de transition ou même que tu n'as pas forcément envie d'être genré parce que tu te considères comme non-binaire ou whatever, bah malheureusement, tu n'y échappes pas et les gens paniquent. Les gens, c'est vraiment ça que j'ai vécu en 2018, c'est assez marrant. La panique dans les yeux des gens parce qu'ils savent pas s'ils doivent dire monsieur ou madame et tu sens qu'ils suent à grosses gouttes, ça les surstresse, quoi. Et toi, tu as envie de leur dire, mais franchement, calme-toi, hein, genre dis-moi juste bonjour, hein. Ça ira très bien, c'est pas grave. Mais en vrai, j'ai trouvé ça à la fois drôle comme expérience. Et en effet, c'est une expérience de corps aussi, parce que c'est ce que ton corps renvoie. Et même moi, d'essayer de capter pourquoi ils me disent plus monsieur ou plus madame, qu'est-ce qu'ils regardent. Et j'ai vu qu'ils regardaient beaucoup la pilosité faciale, par exemple. C'est-à-dire que dès que tu as de la moustache, bon, moi, comme je suis blond et imberbe, bah, c'est toujours pas trop réussi. Mais dès que tu as un petit peu de pilosité faciale, les gens, ils vont tout de suite sur le monsieur. Alors que j'ai des potes trans, par exemple, qui ne sont pas opérés des seins, donc qui ont de la poitrine. Et les gens, mais le fait qu'ils aient de la moustache et de la barbe fait qu'on va quand même leur dire monsieur. Alors que tu peux être opéré, par exemple, du torse ou ne pas avoir de sein du tout, mais si tu es complètement imberbe, on va avoir tendance à dire madame, tu vois, bon. Donc, clairement, le corps c'est très important et c'est ça qui fait que ça te présente socialement. Donc, dans mon cas, en tout cas, je sentais l'importance de m'y attarder et d'évacuer cette question-là parce que au bout d'un moment, je trouve ça stressant que les gens soient tout le temps en train de se poser la question, parce que qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Et que du coup, c'est une façon aussi de vouloir rentrer dans ton intimité, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont commencer éventuellement à regarder, tu vois, s'il y a la bosse de l'entrejambe ou pas. Enfin, ça peut vite devenir un truc très intrusif. Donc, le fait qu'ils te perçoivent immédiatement comme homme ou comme femme simplifie la relation sociale. Et évacue aussi la menace dans le sens où dès que tu es perçu comme trans, alors encore plus pour les femmes trans, mais c'est quand même aussi le cas pour les hommes trans, tu t'exposes potentiellement à une forme de violence, du rejet, de l'agressivité, enfin de la transphobie pure, et voilà, il y en a tout le temps et partout. Donc clairement, avoir un cispassing, c'est aussi une stratégie de survie et une façon d'avoir la paix. Ce qui m'a vraiment frappée et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est toutes ces petites étapes essentielles qui t'ont permis et te permettent aujourd'hui de te sentir comme tu veux être. Donc, par exemple, la coupe de cheveux dite masculine. Enfin, en tout cas, t'es passé par ce cheminement, la case coiffeur, le corps, le sport, avec le sport, et tous les vêtements qui vont avec, qui font de toi un homme à part entière. Mais du coup, je me demande, c'est quoi être un homme ? C'est la question que tout le monde se pose, hein. Enfin non, tous les gens qui réfléchissent au genre. Clairement, c'est quoi être un homme ? J'ai envie de répondre une fiction comme une autre, comme celle d'être une femme. C'est-à-dire que il y a l'aspect, je dirais, purement physique, biologique. Il est totalement questionnable, il est totalement plus complexe que ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que la binarité, en tout cas homme et femme, est une fiction. Et une fiction politique et une façon d'organiser la société pour oppresser les femmes. On va pas se mentir. Enfin, le genre, c'est juste une organisation de la société pour que les meufs se fassent niquer éternellement. Donc, de toute façon, il faut le déconstruire pour tout le monde, absolument. Parce que les hommes, en vrai, je suis pas sûr qu'ils y gagnent tant que ça et que ces injonctions à produire une masculinité finalement souvent assez toxique ne les sauvent pas non plus. Du coup, c'est une fiction, ce qui ne veut pas dire que c'est pas important. C'est une fiction qui est importante parce qu'elle est très active et qu'on est obligé de composer avec. Donc moi, j'ai envie de dire, je passe mon temps d'ailleurs à dire que le genre est une fiction politique, et comme plein d'autres gens qui sont dans mon cas. Pour autant, on joue avec ces codes tout le temps. Mais est-ce que tu dirais que c'est une manière de se sentir ou plutôt une manière d'être, une attitude ? En fait, c'est toujours pareil, c'est une question un petit peu large. C'est-à-dire que je dirais que être un homme, en fait, ce que je constate aujourd'hui, c'est socialement, c'est une performance. C'est-à-dire que dans une fiction, pour être plus précis, c'est une performance. C'est-à-dire, comme tu disais, avec les habits, avec les cheveux, avec les muscles, tu peux performer ce qu'on a, la masculinité. Comme être une femme d'ailleurs, vous performez la féminité, le féminin, de la manière que vous choisissez ou pas. Enfin voilà, et on se démerde comme on peut avec ce que la société attend de nous, ce que l'entourage attend de nous, et ce que nous on a envie de produire comme performance. Après, évidemment qu'il y a un ressenti parce que
comment dire, c'est des catégories qui nous ont tellement structurées tôt. C'est très complexe de ne pas se penser quand même dans une de ces deux catégories. Et heureusement, maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à le faire, qui arrivent à le faire et qui disent, bah non, moi, je me sens ni homme ni femme et ils ont tout à fait raison. Enfin, je les back up à 100%, tu vois. Pour autant, moi, intimement, j'ai l'impression que tant qu'à choisir entre ces deux catégories qui sont deux fictions et deux performances, je me sens plus juste dans la performance du masculin. Et aussi parce que le fait d'être trans fait que ça donne aussi quelque chose de très absurde à ça. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, dans le film, tu vois quand je mets une fausse barbe, mais qui est hyper bien faite là, par une nana dont c'est vraiment la spécialité, tout d'un coup, voilà, c'est un moment où mon cispassing est fragile, donc un moment où beaucoup de gens sont en mode monsieur, madame, quand ils me voient, où il y a encore du madame et tout, et là, il suffit que j'ai un faux, quelque chose de faux, pour qu'on me dise absolument monsieur sans hésiter. Et tu te dis, ah vraiment, ça tient qu'à ça, c'est vraiment ridicule, en fait. Enfin, tu vois, même professionnellement. Et même professionnellement. C'est quelque chose qui t'a aidé. Et quelque chose qui m'a aidé, qui fait que tout d'un coup, alors que j'avais passé plusieurs castings où j'avais pas été pris, alors que pour certains, on me disait que j'avais mieux joué que les autres, mais j'avais pas un cispassing assez fort et eux, ce qu'ils voulaient, c'était voilà, un trans indécelable, quoi. Genre qu'on puisse dire, oh mon Dieu, comment peut-on imaginer qu'avant c'était une femme? Et parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs, de chaînes de télé et même voilà, de personnes qui sont capables de penser la non-binarité. Donc quelque part maintenant, les gens commencent à se dire, enfin dans le cinéma, dans la télé, ah ça serait cool d'avoir des trans. Par contre, ils veulent que les trans aient des cispassings de ouf parce que en vrai, il y a le côté un peu voilà exotisant aussi où tu dis, oh là là, mais c'est incroyable. donc oui, ça m'a aidé. Là, il a suffi que j'ai cette barbe pour arriver au dernier tour du casting. Et finalement, je n'ai pas été pris. Et finalement, c'est intéressant parce qu'ils ont pris un homme qui est très gender fluide. Donc, tu vois, mais où ça se voit, où tu sens que c'est ça qui revendique. Enfin, tu vois, c'est encore autre chose. Et puis, c'est quand même un mec cis. À ce sujet, tu disais dans une interview donnée au magazine Elle, je cite, « La masculinité, ça s'apprend. À 41 ans, je m'approprie certains codes, mais j'ai beaucoup de recul du fait de mon parcours féministe. Ce n'est pas parce que je suis trans et féministe que je ne vais pas m'autoriser des choses qui me plaisent. L'apparence, le corps, la façon d'être physiquement ou de s'habiller sont pour moi des choses de surface, mais j'ai envie d'apaisement dans ma vie quotidienne. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui assument d'entrer dans une salle sans que personne ne puisse dire si ce sont des hommes ou des femmes. Mais moi, je subis cela depuis plusieurs mois et j'ai envie que ça se simplifie. Socialement, c'est très reposant d'être juste perçu comme un homme. Je l'ai expérimenté quand j'ai arboré une barbe sur une photo Instagram, donc comme tu disais, tout à coup, il n'y avait plus aucun doute. Et donc en fait, ce cispassing, donc qui est le fait, précisons-le, de passer comme un homme ou une femme cisgenre, donc c'est une manière pour toi, finalement, de vivre ta vie tranquillement. Ouais, tout à fait. C'est de la lâcheté pure. C'est de la lâcheté à l'état pur. Vous pouvez me fouetter, me lancer des pierres, dire que je suis un sale connard de vendu si vous voulez. Mais clairement, je pense que c'est important aussi parce que moi, je suis dans un milieu très militant, très engagé et qui est aussi un milieu où on peut recevoir beaucoup de critiques justement là-dessus. C'est-à-dire que moi, finalement, le fait de présenter ma transition comme ça dans le milieu dans lequel j'évolue me vaut des critiques, des attaques parce que il y a plein de gens qui disent ah bah oui, ah bah donc tu dis qu'il faut déconstruire le genre et en même temps voilà tu montes ton opération, tu montres que t'es hormoné, tu fais tout, voilà tu changes tes papiers et je dis bah ouais c'est clair, je suis d'accord. Après moi mon documentaire, mon objectif c'est d'être le plus honnête possible et de montrer ce que comment j'avais besoin, comment je m'en suis sortie, comment je faisais en fait tu vois et moi-même évoluant et voilà j'ai évolué entre le premier et le dernier épisode et encore aujourd'hui et je pense qu'il faut aussi respecter absolument toutes les personnes trans et toutes leurs transitions et faire vraiment gaffe, y compris quand on est soi-même trans, à ne pas venir expliquer aux autres comment ils devraient être un bon trans ou faire leur transition. Et ça, c'est quelque chose voilà, où je suis assez vigilant et assez d'ailleurs dur quand on vient m'attaquer là-dessus parce que personne n'a jugé comment moi je vis mon bien-être en fait quotidien et que c'est ma vie en fait, c'est ma vie. Donc je suis pas juste un message politique, je suis aussi quelqu'un qui va au Monoprix. Et cette personne-là, si elle a besoin d'être tranquille et qu'on dise bonjour monsieur, ça regarde que moi, enfin c'est OK, c'est légitime en fait. Ouais, c'est comme si on remettait tout le temps ton identité en question et qu'on se demandait mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela, alors que tu as juste envie de vivre comme n'importe qui dans le monde, quoi. Oui, et puis par ailleurs, je pense que le fait d'être out publiquement, de beaucoup parler de ça, de témoigner ça dans les médias, de faire un film là-dessus, c'est
entre guillemets, je dis pas que c'est un sacrifice, mais c'est aussi je donne mon corps à la science. En fait, j'offre aussi, voilà, beaucoup je me mets très à nu et je me rends vulnérable aussi en faisant ça, pour faire de la pédagogie, pour aider plein d'autres gens à bien vivre leur transition ou leur entourage à comprendre. Donc, je pense que je fais mon devoir de militant à ma façon. Et c'est vrai, pendant ta transition, on t'a renvoyé un miroir qui n'est pas forcément celui dans lequel tu avais envie de te regarder, donc notamment dans le regard de ta mère, mais aussi de quelques amis qui sont finalement une représentation de ce que plein de personnes pensent et de ce que plein de personnes peuvent dire, peuvent faire, enfin que ce soit des insultes, du mégenrage constant. Et je me demande en fait, est-ce que c'était important pour toi que ton entourage, mais aussi le public, celui qui te donne du travail en quelque sorte, puisse s'habituer visuellement à ce que tu représentes intérieurement? En fait, c'est surtout que j'avais envie qu'il y ait des portes d'entrée en fait dans ce film, et je savais que ma mère ou mes potes qui disaient des trucs qu'on pourrait qualifier de transphobes, même si bon, ils seraient très fâchés d'entendre ça, mais c'est vrai, ils le sont au début. Même s'il y a un cheminement, on le voit aussi avec ta mère. Ma mère aussi, voilà. Et j'avais envie que les gens puissent entrer par eux, en fait, entrer par ma mère en particulier, puisque finalement, bon, tout le monde s'identifie à une mère, en fait, même quand on n'a pas d'enfant, et aussi parce que comme elle, à la fois, elle y connaît rien, elle dit beaucoup de conneries, et à la fois, elle est intelligente et aimante. Elle a une espèce de complexité qui fait que, je pense que pour beaucoup de gens, elle permet de rentrer dans le film, de comprendre aussi un peu mieux la transidentité, parce qu'ils regardent finalement les choses un peu comme elle le fait. Et que du coup, mes réponses et le lien que j'ai avec elle leur permet tout d'un coup de mieux me comprendre, et donc de mieux comprendre tous les trans. Donc oui, c'était important de les montrer. Il y a eu aussi c'était marrant. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir les réactions des gens, parce que tout le monde me parle de ma mère. En fait, c'est elle, la star du film. Elle m'a vraiment volé la vedette. Putain, merde. Et c'est marrant parce que je vois que les gens... soit trans, soit très déconstruits et très sensibles. Et ils me disent, oh là là, c'est horrible ce qu'elle dit. Il y a même des trans qui ont mis sur YouTube il faudrait mettre des trigger warnings et tout. Moi, je dis, ah ouais, carrément et tout. Même moi, j'aurais pas été jusque-là, tu vois. Et à côté de ça, les gens qui n'y connaissent rien ou qui arrivent moins à comprendre ce qu'on vit, disent, oh, elle est vraiment géniale, ta mère, elle est super. Et puis, qu'est-ce qu'elle t'aime et tout. Et moi, je suis là, ouais, ok. Et donc, c'est intéressant de voir. En fait, ça dit beaucoup sur la personne de sa propre déconstruction quand elle me parle de ma mère. Donc, c'est marrant parce que tout de suite, ça m'indique où se situe la personne. Et donc, voilà, en tout cas, oui, je trouve que c'est important de montrer ça. En plus, dans mon cas, ça reste très soft, dans le sens où, finalement, la plupart des trans se sont confrontés à ce genre de phrases, même si elles sont ultra violentes et tout. Dans mon cas, bon, ben, voilà, je suis un adulte, je suis autonome. J'ai envie de dire, elle me fout pas dehors. Elle peut pas me foutre dehors parce que je ne vis plus chez elle, mais symboliquement, si tu veux, symboliquement, elle me fout pas dehors. Elle reste en lien, on voit qu'elle m'aime et que voilà, qu'il y a un lien, qu'on rigole aussi, tu vois. Alors que il y a beaucoup de gens qui vivent ça et qui viennent avec du rejet total, de l'exclusion. Donc oui, parce que c'est important aussi de rappeler que tu es un homme trans blanc, privilégié, grave. Et que les transitions pour plein de personnes ne se passent pas forcément comme ça. Absolument. Notamment quand on vient d'un milieu social moins privilégié, qu'on est racisé, où là, il y a un rejet total de la part de la famille, de l'entourage, etc. Donc, c'est vrai aussi que c'est une représentation qui n'est pas forcément la plus... Pas du tout représentative, en fait, c'est la moyenne des gens ne vivent pas ça. C'est ce que je dis en permanence. Je rappelle toujours que si on devait faire une pyramide qui représente les privilèges des trans, je suis vraiment tout en haut. Déjà parce qu'être un homme trans, c'est quand même forcément être plus privilégié. Juste parce qu'être un homme, c'est plus privilégié qu'être une femme. Donc, en tant qu'homme, même chez les trans, c'est pareil. Que je suis blanc, que j'ai de l'argent, que je suis autonome financièrement en tout cas, et que donc même ma relation avec ma famille, entre guillemets, elle est émotionnelle et tout ça, mais c'est pas en gros si ma famille me rejette, je finis à dormir dehors. Donc, alors que beaucoup de gens font leur transition beaucoup plus jeunes que moi et sont vulnérables et sont dépendants aussi, voilà, de ce que les médecins vont décider, de ce que les parents vont accepter ou pas. Donc voilà. Après, je considérais que ça valait quand même le coup de montrer cette transition. Et en plus, pour finir, je suis connu et donc quand j'ai fait mon coming out, j'ai reçu des milliers de messages d'encouragement et d'amour et on m'invite sur les plateaux et on est gentil avec moi. Je pense pas qu'il y ait deux personnes en France qui ont un coming out aussi, tu vois, cool et qui reçoivent autant de messages quand ils font son coming out. La plupart, ils se font têche, ils se font défoncer par leurs parents et ils ont genre leurs deux potes trop cool du lycée qui disent non, mais moi je te genrerais au masculin, t'es mon pote, Maël. Donc, non, mais c'est vrai et d'ailleurs je rigole pas du tout parce que c'est drôle, mais parce que
je sais bien, je connais bien la réalité. En plus, je reçois évidemment beaucoup de témoignages de gens qui m'écrivent. C'est super tendu, quoi. Malgré tout, je trouvais que c'était bien de montrer cette transition, justement, pour donner de l'espoir, pour donner de la force. Pour moi, c'est ça aussi, c'était pareil avec la lesbienne invisible, ce que je disais tout à l'heure, c'est que montrer une des représentations positives de personnes LGBT, c'est aussi dire aux plus jeunes, et quand je dis jeune, un jeune trans peut avoir 60 ans, hein, c'est quand en début de transition, ça va aller, ça peut aller. Et en fait, que des parents voient ça, que des parents, du coup, puissent peut-être comprendre des choses parce qu'ils n'arrivent plus à dialoguer avec leur enfant et d'un coup, parents, entourage, amoureux, peu importe, n'importe qui de cis, voilà. Donc, je pense que c'est important aussi de profiter, entre guillemets, de ces privilèges pour, justement, pouvoir m'exposer et encaisser. Parce qu'il y a des gens qui, si t'es plus vulnérable, tu peux pas non plus trop encaisser d'être trans publiquement, etc. Parce que même tu peux perdre ton... il y a plein de choses qui peuvent être des problèmes et qui ne le sont pas pour moi. Donc, j'ai fait ce choix en ayant pleine conscience de mes privilèges, de quand même filmer cette transition. Tu es assez présent sur Instagram où tu partages des selfies et puis des petites pics incisives parfois nécessaires. Est-ce que tu penses que c'est important d'être actif sur ce type de réseaux sociaux et que les personnes trans puissent s'affirmer dessus ? Oui, c'est très important. En fait, en plus, la communauté trans s'est beaucoup construite d'abord sur YouTube, avec des chaînes YouTube, et puis après avec Instagram. Il y a quand même des trans qui étaient entre guillemets très connus, juste parce que ils ont fait des chaînes YouTube, des vidéos YouTube, genre Adrien de la Vega, il a été un des premiers. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais je parle en France. Et c'est super, c'est vraiment cool parce que du coup, ça permet à des communautés de discuter, de se rencontrer, de s'écrire, moi, je trouve ça important. Oui, j'aime bien en plus être sur Instagram, qui est un lieu qui est très problématique. En fait, on le voit de plus en plus problématique. C'est-à-dire dès qu'on critique Zuckerberg, les hommes blancs, cis, hétéros, on a des problèmes. Et que en fait, parler du sexisme et toutes les violences faites aux femmes en général, en particulier quand c'est par l'État, que ce soit américain ou français, on peut vraiment se faire bannir ou même s'attaquer juste à la blanchité, hein, peut provoquer beaucoup de réactions. Malgré tout, ça reste un outil, où on peut quand même accéder à sa communauté et eux aussi peuvent accéder à nous. Moi, je fais hyper gaffe à essayer de répondre. Je peux pas répondre à tous les messages, mais au maximum, d'essayer de faire de la veille, etc. Et de toujours donner des conseils. Par exemple, en général, je les redirige vers Outtrans, qui est une asso qui est géniale, qui est très active, ou vers des forums pour parler avec des gens de leur âge et tout, parce que moi, je peux pas commencer des discussions individuelles avec tout le monde. Mais bon, je trouve ça quand même bien de pouvoir faire le relais et de faire de la pédagogie aussi, parce que sur Instagram, quand t'es à plus de 10 000 followers, tu peux voir ton public, t'as des espèces de statistiques, en fait, de qui te suit, c'est assez intéressant. Et moi, mes followers, c'est, je crois, 87% de femmes. Et la moyenne d'âge, c'est genre 18-24, le plus fort après 25-34, en gros 18-35. Et surtout féminin. Donc, c'est marrant. Et je me dis, c'est cool si... ces jeunes femmes peuvent apprendre des choses aussi sur la transidentité et tout. Et après, j'en m'en sers aussi comme un truc ludique où j'aime faire des blagues, où j'aime faire des vannes. Et en effet, clasher, tu vois, aller dans le truc free the nipple, tu vois, quand tout d'un coup, je peux mettre une photo torse nu, je suis là, genre, vous êtes sérieux? Genre, j'ai fait une pauvre chirurgie et d'un coup, je peux me balader torse nu sur Insta. Ça me rend fou, en fait. C'est-à-dire que, en ce sens, c'est en ça qu'être trans, c'est singulier, y compris dans ta relation à ton corps, parce que tout d'un coup, si t'as un privilège que t'avais pas avant, mais ça te survénère. Tu vois, en tout cas, moi, ça me survénère. Je me dis pas genre, c'est cool, maintenant, je peux me foutre le temps. Non, je suis là genre, mais c'est absurde, je suis la même personne. Pour moi, je suis la même personne. Donc, juste parce que tout d'un coup, mes seins sont tellement plus, c'est plus des seins, ou voilà. On a enlevé une glande mammaire et c'est ok. Si tu veux, mes tétons, c'est les mêmes, hein. C'est les miens. Genre, ils ont pas changé, ils ont juste été recousus. Donc, ça vraiment, c'est énervant. Tout au long de cette première saison de Miroir Miroir, on a vu, donc notamment avec la psychologue Sophie Cheval, que notre cerveau pouvait parfois nous jouer des tours et que c'était souvent à cause de lui qu'on avait une mauvaise estime de soi. Et j'ai envie de te demander, est-ce que ton mental a lui accepté qui tu étais et est-ce qu'il te permet de te trouver beau ?
de t'aimer? Alors, ce qui est marrant, c'est que je me demandais ce qui allait changer, notamment sur, justement, en parlant de privilèges, sur les complexes. Quand même, les complexes, chez les femmes, c'est un truc de ouf, on est d'accord. C'est beaucoup plus fort que chez les hommes et tout. Et ça, c'est un truc que je savais. Et je me disais, peut-être je vais arrêter d'être complexée, ça va être trop bien. J'en aurais plus rien à foutre d'avoir un peu de gras et tout. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. C'est un échec total. Et on le voit dans ton docu, à un moment, tu dis, j'ai pris 10 kilos. J'ai pas pris 10 kilos, mais j'ai pris du poids. J'ai pris 6 kilos, en fait, parce que la testo, déjà, tu fais de la rétention d'eau quand tu commences la testo. Et en plus, t'as tellement la dalle, tu fais que bouffer. Déjà que moi, je faisais que bouffer, mais là, laisse tomber, c'est mort. Et du coup, j'ai pris du poids. Et en plus, tu prends de la masse musculaire aussi, surtout quand tu fais du sport. Bon, alors après, je dirais, quand même, ça a un petit peu marché. C'est-à-dire que, tu vois, le fait d'avoir un peu de bide, qui pouvait être un truc très angoissant pour moi en tant que meuf, là, bon, je le vis un peu moins mal. Mais quand même, j'ai réussi à me remettre, entre guillemets, en situation d'échec, comme on peut faire quand on est une meuf, à se trouver toujours trop grosse, trop ci, trop ça, ou trop maigre, enfin, peu importe, selon après, avec le corps qu'on a, voilà. Et ben, en fait, j'arrive encore maintenant à me dire, voilà, je regarde des photos de mecs, tu vois, genre, qui ont les tablettes de chocolat qui sont gaulées de ouf et qui ont 20 ans, je suis là, voilà, je suis vraiment qu'une merde, quoi. Putain, regarde, je suis pas du tout comme lui, alors je vais à la salle et tout. Donc, tu vois, c'est en ça que, en ça que c'est particulier d'être trans, c'est que finalement, ta structure psychique, enfin, en plus, dans mon cas, où je transitionne tard, tu vois, je dis pas quelqu'un qui est sûr, qui est dysphorique pour le coup, donc qui a une relation à son corps comme ça, où il se reconnaît pas, où il veut absolument avoir un corps différent et qui, très tôt, fait tout pour avoir un passing, tu vois, dans le genre de destination. Peut-être ça serait différent, ou quelqu'un qui transitionne à l'adolescence et tout. Parce que, et encore, ça serait quand même, tu vois, quelqu'un qui aurait été élevé comme une petite fille ou comme un petit garçon. Mais dans mon cas, où j'ai une aussi longue vie quand même de femme cis, une vie sociale de femme cis, du coup, je me débarrasse. C'est y a un passif, hyper dur. Ouais, tellement ton cerveau, énorme. en fait, il te fait des rappels toujours. Il faut pas aimer ceci, il faut pas aimer cela, etc. Donc, quand tu te regardes dans un miroir, t'arrives quand même à te trouver beau. Ouais, j'arrive, disons, en comparaison à avant, je préfère l'image que me renvoie le miroir maintenant. C'est quand même heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même le but de dépenser 5000 balles pour faire une opération du torse. Du coup, oui, c'est sûr que je me sens mieux comme ça. Je me préfère comme ça. Mais ce que je veux juste dire, c'est que à la fois, je me sens plus juste comme ça, même, voilà. Et en même temps, ça n'empêche pas que j'ai quand même toujours des complexes et que je suis pas non plus genre. C'est pas parce que, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on fait une transition que d'un coup, genre, tout est génial. Après, je sais pas. Je pense vraiment c'est différent pour chacun, et moi je pense que j'avais eu très tôt des injonctions à la norme par ma mère, justement, d'ailleurs on peut le deviner quand on la voit dans le film, qui était tellement fort que de toute façon j'étais toujours dans un truc où je me trouvais pas assez bien, parce que j'avais une injonction à la perfection, on va dire. Donc en mec, en meuf, peu importe, de toute façon ce truc là il est très dur à virer de son cerveau, quoi. Alors que peut-être chez d'autres gens c'est différent, et je sais qu'il y a plein de trans qui, une fois qu'ils ont fait leur mastectomie par exemple, et qui commencent à prendre de la masse, à vraiment avoir un cispassing, ils sont genre à 100% bien dans leur peau, à 100% hyper épanouis. Donc voilà, dans mon cas, c'était pas possible, parce que de toute façon, c'est ma structure psychique personnelle qui fait que de toute façon, je me trouve jamais à la hauteur de tout ou de rien. Donc c'est mes problèmes personnels. Mais comme on n'est pas chez le psy, mais dans un podcast, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Tu as beaucoup évoqué le fait que depuis ton coming out trans, et que tu es passé de l'autre côté, entre guillemets, tu vois comment les hommes se comportent avec toi, même avec les gens en général. Et je me demande, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que tu as des exemples concrets de moments où tu t'es dit « Waouh, en fait, là, je suis du côté des hommes ». Oui, j'en parle beaucoup en ce moment, parce que c'est vrai que c'est très surprenant, en fait, surtout quand on n'a pas l'habitude. Je dirais que les exemples qui sont très anodins et en même temps hyper choquants, depuis quelques mois, ça a été par exemple quand j'ai pris un taxi et qu'il m'a dit il s'est fait couper la route, en fait, tu vois, c'est un taxi, il s'est fait couper la route, je pense, genre 40 fois par jour, et il a dit les bonnes femmes, mais comme ça, avec une espèce de haine, en fait, de hargne, qui était terrorisante, en fait, parce que je me dis d'accord, c'est que en fait il aurait jamais fait ça devant moi si j'avais été une meuf, et que là c'était ok, en fait, c'était valide puisqu'on est entre mecs, donc on peut balancer des trucs aussi lourds, mais vraiment je peux pas te le dire, c'est juste les bonnes femmes, mais c'est le ton qu'il avait.
franchement, pour moi, il était terrifiant. Mais je pense qu'un mec aurait même pas, il aurait fait genre, bah oui, normal, c'est un taxi, tu vois. Et c'est des situations qui sont compliquées. Et quand ça m'est arrivé, en plus, j'étais pas encore très sûr de mon cispassing, c'était encore un peu une phase entre deux, et j'ai pas osé dire quelque chose, l'engueuler, tu vois, parce que j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur que tout d'un coup, tu vois, il me détecte, enfin, tu vois. Donc, c'est des situations très frustrantes. Aujourd'hui, ça m'arriverait, je pense vraiment que je réagirais. Mais du coup, moi aussi, j'évolue. Et c'est pour ça qu'avoir un cispassing aussi, c'est parfois pouvoir s'autoriser aussi, s'autoriser. Tout le monde peut s'autoriser à aller au clash avec un homme qui dit de la merde sur les femmes, mais par contre, s'en sentir la force, en tout cas. Dans mon cas, qui suis peut-être une flippette. Et voilà, ou un autre qui a dit, maintenant qu'on est entre hommes, on va pouvoir parler politique. Un exemple que je donne souvent, c'est là, j'étais là genre, what? Dans ma tête, tu vois, genre pendant tout le trajet, what? Quoi, attends, comment ça on va... Alors qu'en vrai, et je me suis dit, mais c'est fou, quoi, si les mecs vraiment ils se disent des trucs comme ça entre eux, Et avec les femmes aussi, hein, Justement, j'allais te demander comment ça se passe avec les femmes. L'anecdote. Et notamment hétéros. Ouais. Qui te prennent pour un homme cis. Ouais. Disons que les exemples que j'aime bien donner, parce que je les trouve assez représentatifs, c'est une fois où je marchais dans la rue et puis il y avait une femme devant moi et où on est rentré sous un tunnel un peu sombre comme ça et que je l'ai vue s'inquiéter, quoi. Je l'ai vue se retourner, me percevoir comme homme et j'ai vu cette tension s'installer dans son corps. Mais d'un coup, tu représentes une menace. Voilà. Et ça, c'est horrible. C'est horrible parce que j'ai envie de, tu vois, genre juste la rassurer et tout. Et forcément, non, le seul moyen, c'est de prendre mes distances, etc. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui ne se sentent pas à leur place dans leur corps et qui pensent potentiellement à la transition sans jamais franchir le pas? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour pas se planter? Non, je crois pas, en fait. Moi, je crois pas qu'on se plante. En plus, je crois pas du tout à ce truc. Tu sais, au début, les gens me disaient, mais si tu changes d'avis. Et j'ai là, franchement, j'y crois pas trop. Enfin, pour commencer à se poser des questions comme ça, a priori, c'est quand même que c'est un truc sérieux chez toi. Moi, ma stratégie personnelle, ça a été de prendre du temps. C'est-à-dire que j'ai commencé à en avoir envie et à y penser, je dirais plutôt il y a presque 4 ans, en fait. Et je me suis dit, tiens, je vais attendre 1 an ou 2. Enfin, voilà. Je m'étais dit 2 ans, puis finalement, au bout de 1 an et demi, vraiment, c'est devenu tellement... Ça a pris tellement de place en moi et c'était tellement... Après, ça devient une obsession, en fait. Mais bon, à des moments, j'ai cru que peut-être, ouais, non, ça va, je peux être butch, ça me va bien. L'identité Gwyn Butch, c'est trop cool et tout. Donc, voilà. Moi, j'ai une grande passion pour les butch, donc j'aimais bien être butch. Mais sauf qu'en vrai, non, à un moment, ça ne m'a plus suffi. Alors que bon, il y a des meufs qui sont super bien en tant que butch et qui n'ont aucune envie de faire une transition et c'est bien cool. Mais voilà, donc je pense que se donner un petit peu de temps, c'est pas mal, mais se faire confiance aussi. Surtout quand t'es en dysphorie, c'est-à-dire que vraiment, tu te reconnais pas dans ton corps et que tu vois que tu obsèdes un peu sur des images de corps qui te semblent un peu juste pour toi, qui sont de l'autre genre. Il faut être à l'écoute de ça aussi parce que sinon on peut être malheureux et longtemps et voilà. Et je comprends que ça fasse peur, mais en vrai, quand on le vit en vrai, moi c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui s'inquiètent ou qui s'interrogent, c'est que une fois qu'on y est, ça fait beaucoup moins peur. Ça fait beaucoup plus peur quand on le fantasme, quand on l'imagine, même les réactions des autres ou ce que ça va nous faire. Moi, au début, je disais, non, mais je prendrai jamais de testo, genre cut. Je suis là, je peux avoir mon inject. Ou je me dis, je toucherai jamais à mon corps, je me ferai jamais opérer parce que j'étais complètement conditionnée par ma mère, là. Et en fait, non, en fait, je me sens 10 000 fois mieux sans mes seins. Et après, comme il y a des trans qui veulent pas toucher à leur corps, et c'est trop cool et trop valide aussi, quoi. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui compte, c'est son ressenti. Moi, j'ai des copains trans qui sont ni hormonés, ni opérés, qui ont juste fait une transition sociale, qui demandent aux gens de les genrer au masculin, qui ont changé de prénom. Et je trouve ça vraiment charmé. Enfin, voilà, tout est valide, en fait. Après, et comme moi, voilà, j'ai dit très tôt que je veux pas faire d'opération du sexe, peut-être je changerai d'avis. Je sais qu'il y a des copains, c'est hyper important pour eux, c'est cool. Enfin, genre, tu vois, il faut juste voir ce qui te fait du bien, quoi. Et ce qui est aussi intéressant dans la transidentité et pourquoi on ne dit plus transsexuel, enfin en tout cas on essaye de moins le dire, c'est pour sortir justement de cette idée que changer de genre, c'est forcément changer de sexe. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Même la plupart du temps. Ouais, complètement. Et ça, c'est vraiment, franchement, les organes génitaux. Enfin, ce qui est fou, c'est à quel point les gens obsèdent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours savoir qu'est-ce que tu as fait avec ton sexe et tout. C'est genre leur obsession parce que la plupart des gens ne sont pas du tout déconstruits sur justement cette différence entre sexe et genre. Alors qu'en réalité, une fois que tu l'as déconstruit,
mais t'es là genre, mais on s'en bat les couilles en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans ma culotte? Vraiment, qui ça regarde à part moi et les gens avec qui je couche? Vraiment, ça regarde personne. Et c'est pas le nerf de la guerre. Après, il y a des personnes trans pour qui c'est hyper important. Voilà, souvent peut-être plus chez les femmes trans. J'ai l'impression, en tout cas, il n'y a pas de statistiques, mais qui peuvent avoir vraiment une obsession sur le sexe et tout. Mais bon, après, voilà, il y a aussi plein de femmes trans qui veulent pas toucher leurs organes génitaux et c'est vraiment totalement valide, quoi. Et pour finir, j'aimerais que tu nous donnes des œuvres, des noms, enfin, tout ce que t'aimes et tout ce qui t'a aidé, toi, à te construire en tant qu'homme. En fait, bizarrement, moi, les personnes ou les œuvres qui m'ont le plus inspiré, c'était quand même des femmes. Et je sais que ça peut paraître paradoxal, mais c'est un peu ça que je dis en ce moment, c'est que pour moi, d'avoir fait ma transition et de devenir vraiment un homme, c'était ce que j'ai fait de plus féministe et de féminin, du coup. C'est-à-dire que c'est un geste de femme, en fait, pour moi. C'est-à-dire un geste d'émancipation, d'affirmation de soi. Et qui, aujourd'hui, ces gestes-là concernent les femmes, parce que c'est les femmes qui sont entravées et qu'on empêche de s'affirmer comme elles le veulent. Donc, plus je deviens un homme, plus j'ai l'impression de faire un truc de je sais, je vous embrouille. Il faut accepter la complexité. On repart à zéro. Et du coup, ouais, c'est vrai que moi, quand j'étais ado, je me suis plutôt identifié à des femmes fortes, genre à Janis Joplin, Björk, voilà, Super Jamie, Wonder Woman, tu vois, des meufs badass, quoi. Et je sais pas, voilà, Angela Davis. Enfin, pour moi, c'est plus des gens comme ça qui m'impressionnent. Et après, j'avoue que d'avoir lu Testo Junkie de Preciado m'a aidé, mais j'étais déjà en transition en fait, parce que de toute façon Preciado, surtout Testo Junkie, c'est pas évident à lire. Tu t'y plonges que si t'es vraiment soit chercheur sur le genre à Paris 8, soit que t'es concerné. Donc je dirais pas que, enfin ça m'a aidé évidemment à penser ma transidentité une fois que j'avais commencé, mais pas avant. Et en vrai, ce qui m'a le plus aidé, c'est pour ça que je dis aux gens qui m'écrivent d'aller sur des forums et tout, parce que c'est les autres, c'est juste les personnes normales, quoi. Pas les héros, les héros de la vie de tous les jours. Tu vois, c'est le premier copain trans, pote de pote. J'ai réussi à avoir son 06 et je l'ai appelé super, avec la voix qui tremble, genre est-ce qu'on pourrait prendre un café? Tu sais, j'avais trop peur et tout, et il a été trop cool et tout, mais c'est lui le premier en fait. Tu vois, c'est tous les mecs après, Viken, tous mes potes, tu vois, mon entourage qu'on voit un peu dans le film, c'est eux mes héros, quoi. Tu vois, c'est les gens qui ont déjà avancé sur ce chemin et qui peuvent te conseiller, qui sont hyper bienveillants et voilà. Donc et tu parlais de l'association Outtrans, ouais, voilà, Outtrans. pareil, quand j'ai décidé de faire mon coming out public, je sais qu'eux ils travaillent section depuis très longtemps et que moi j'étais pas au courant de la moitié des trucs qu'il fallait dire, penser ou savoir, tu vois, sur notamment la SOFECT, qui est un organisme qui a mis la main mise sur la question trans dans l'hôpital public et qui est dramatique. Moi, comme je me suis pas confrontée à la SOFECT, enfin j'avais juste entendu vaguement parler, je les ai appelés pour qu'ils me briefent, tu vois, c'était mes directeurs de campagne, quoi. et voilà, et je trouvais que c'était super important de pas du tout faire genre ouais, j'arrive, tu vois, non, je savais pas du tout tout sur tout, surtout parce que quand t'es très privilégié et que tu peux te payer juste le meilleur chirurgien, ben tu réfléchis pas, tu vas te payer le meilleur chirurgien et tu sais pas comment ça se passe forcément pour quelqu'un qui est à Amiens et qui a pas de thunes, tu vois, bon. Donc voilà, c'est ça, c'est la communauté, quoi. La communauté est hyper importante. Alors parfois elle est dure parce que c'est aussi celle qui m'en fout le plus plein la gueule, mais en même temps voilà, c'est quand même une force énorme. Donc mon inspiration, ça a été avant tout juste des gens qui avaient quelques années d'avance sur moi. Moi, j'étais le bébé trans et c'était mes parents. Et maintenant, c'est moi le papa trans de plein de gens. Mais c'est cool. C'est très important la transmission, je trouve. Dès que tu es dans une communauté, voilà, ou avec des personnes qui sont minorées, qui subissent des violences, c'est de garder le lien et de pouvoir communiquer des choses, aider les autres. Enfin, c'est vraiment là, cette solidarité-là, elle est vitale en fait, parce que surtout quand tu es en début de transition, les gens cis de ton entourage, comme on peut le voir dans le film, ils disent vraiment beaucoup de conneries, ils te posent des questions intrusives, ils disent de la merde, et toi tu peux être épuisé à des moments, c'est vraiment genre super dur. Et là tout d'un coup d'avoir la communauté des gens qui sont concernés et tout, ça te donne une force de ouf, quoi. Donc c'est pour ça aussi, tu sais, c'était important de faire le film pour donner de la force, quoi. Et depuis d'ailleurs je reçois pas mal de messages, notamment de gens qui tout d'un coup se font leur coming out soit à eux-mêmes, soit à leur famille, parce que tout d'un coup ils se sentent prêts. Donc je me dis juste, il y a même que 4 personnes qui ont pu faire leur coming out grâce à ce film, c'est tellement cool, quoi. Donc le plus important est de bien s'entourer. Ouais. Et d'aller vers les gens qui pourront nous soutenir et qui sont concernés aussi. Ouais. Merci beaucoup, Océan. Merci à toi. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode réalisé par Solène Moulin. Merci Solène.
Et merci 1000 fois pour les partages, les gentils mots, les encouragements, les bises pour les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. Et je vous dis à l'année prochaine pour plus de réflexions, de réponses sans doute, sur ces représentations qu'on a de nous-mêmes et des autres. En attendant, passez un très bel été, et c'est aussi l'occasion de réécouter tous les épisodes de Miroir Miroir sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Binge.